il serait bien on peut faire un scanner pour voir quelles sont les lésions parenchymateuses associées. Alors, devant le pneumothorax, comme je dis, c'est une urgence. Donc, on doit faire le diagnostic positif, mais le diagnostic de gravité. Et la gravité d'un pneumothorax, elle est d'abord clinique. Lorsque j'ai des signes cliniques de défaillance respiratoire, de défaillance cardiaque, eh ben, ce sont des éléments de gravité. Alors, les signes respiratoires qui définissent la gravité, c'est la polypnée de plus de 25, c'est la cyanose, c'est le malaise, c'est l'hypotension, c'est la perturbation hémodynamique et l'emphysème, la présence d'emphysème sous-cutané. Et la radiographie thoracique est également très importante pour nous orienter, pour avoir un diagnostic de gravité radiologique. C'est principalement la déviation médiastinale. Un pneumothorax qui comprime le médiastin, qui entraîne une déviation médiastinale, c'est un pneumothorax qui est sous pression, c'est-à-dire que j'ai de l'air qui va s'accumuler dans l'espace pleural et qui va pousser au fur et à mesure le poumon du côté contralatéral. Et cette hyperpression à l'intérieur de la cavité pleurale peut être tellement importante qu'elle peut comprimer le cœur droit et donc gêner le retour veineux et entraîner un tableau typique de tamponnade qu'on va appeler une tamponnade gazeuse. Et donc, les pneumothorax qui vont survenir avec ces signes de gravité clinique, les pneumothorax qui sont compressifs et qui vont entraîner une déviation médiastinale, voire une compression cardiaque et une gêne du retour veineux et donc une tamponnade gazeuse, la survenue de pneumothorax bilatéral ou la survenue de pneumothorax sur un poumon pathologique, tous ces éléments constituent des éléments de gravité et une urgence thérapeutique. Alors ici, un exemple, vous voyez bien ici l'hyperclarté avasculaire qui va intéresser le poumon droit. Et regardez ici, elle va pousser le médiastin. Regardez, le médiastin est complètement balancé de l'autre côté et va entraîner une hyperpression qui arrive, qui va pousser le médiastin. Et ici, cette pneumothorax qui est compressif peut gêner le retour veineux et entraîner carrément un tableau de tamponnade gazeuse. Sur ce deuxième exemple, c'est un patient qui est connu BBCO, qui a de l'emphysème, qui fait donc un pneumothorax. Et regardez ici, il est en insuffisance respiratoire, il a un masque haute concentration et il a de l'emphysème sous-cutané qui est diffus, c'est une infiltration gazeuse qui va aller disséquer les fibres musculaires et qui va s'étendre là ici sur le visage, au niveau des paupières, au niveau du cou, au niveau du thorax. Et donc, on va avoir cet emphysème sous-cutané. Et c'est très, très particulier puisque quand on va toucher ce patient, on va ressentir ces crépitations neigeuses. C'est exactement cette sensation, c'est comme si on marchait sur la neige. C'est pour ça qu'on appelle les crépitations neigeuses et qui posent le diagnostic de l'emphysème sous-cutané. Alors, quelles sont les formes étiologiques? Tout d'abord, le pneumothorax spontané primitif. Alors, le plus souvent, comme je l'ai dit, il est idiopathique. Il va survenir chez les sujets jeunes, souvent avec cet aspect très fin, très mince, très élancé, longiligne, avec un certain nombre de facteurs de risque, dont le tabac, mais c'est souvent des pneumothorax qu'on va retrouver par période, lorsque dans les périodes de variation des pressions atmosphériques, dans le temps orageux, dans les cycles lunaires, mais également lorsque on est exposé à des fréquences basses et répétées, comme la musique techno par exemple. Et quand on analyse les poumons de ces patients, on retrouve ces petites lésions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont les bleps qu'on retrouve au niveau des sommets, ou alors une anomalie de la porosité de la plèvre viscérale qui peut être en cause. Deuxième forme étiologique et la plus fréquente, c'est le pneumothorax spontané secondaire qui, lui, va survenir sur un poumon pathologique. Le plus fréquemment, c'est de l'emphysème et donc la BPCO, mais on peut avoir également des pneumothorax spontanés secondaires chez des patients asthmatiques ou c'est des patients porteurs de maladies infiltrantes diffuses, principalement des maladies kystiques telles que l'histiocytose et la lame. C'est des patients qui ont fait des infections pulmonaires nécrosantes et principalement le staphylocoque ou également la tuberculose. Et à ce moment-là, c'est souvent des pyopneumothorax, également dans le cas de l'endométriose pleurale. Et enfin, la dernière forme étiologique, c'est la forme traumatique, soit par traumatisme fermé du thorax, soit par traumatisme ouvert, ou rarement dans le pneumothorax traumatisme iatrogène. Souvent, c'est les réanimateurs quand ils veulent poser des voies centrales qui peuvent toucher l'apex du poumon. Alors, le diagnostic différentiel. Alors, le diagnostic différentiel peut se poser à l'étape clinique. Alors, et là, c'est les diagnostics
des douleurs thoraciques aiguës, c'est-à-dire l'infarctus, l'embolie, la dissection et la péricardite. Le diagnostic différentiel peut se poser avec une décompensation de maladies respiratoires chroniques, et ça c'est le cas de la BPCO. Un patient BPCO va venir aux urgences pour une aggravation de sa dyspnée, et donc on va poser le diagnostic de l'exacerbation, mais cette aggravation de la dyspnée peut être secondaire surtout à le pneumothorax. Et enfin, on peut poser le diagnostic différentiel à l'étape radiologique avec une énorme bulle d'emphysème lorsque nous n'avons pas cet aspect particulier de poumon qui est totalement collabé, qui est amarré au niveau du lit, ou lorsqu'on n'arrive pas à bien suivre le liseré, qui est la plèvre viscérale. Donc on peut avoir du mal à poser le diagnostic différentiel à la table radiographie thoracique entre bulle d'emphysème géante et pneumothorax. Et là, c'est là où on va poser l'indication d'une TDM thoracique. Alors, quelle est l'évolution du pneumothorax? Hélas, souvent, ces pneumothorax récidivent avec un taux de récidive de 30% après un premier épisode. Et plus on en fait de pneumothorax, plus on a la malchance d'en refaire. 62% au deuxième épisode, 83% au deuxième épisode. C'est pour ça, je vais en parler tout à l'heure, que dans la stratégie de traitement du pneumothorax, il y a deux éléments. Il faut vider la cavité pleurale, donc avoir un retour du poumon, mais il faut éviter les récidives, on va en parler tout après. Voilà, ça vient tout de suite. Donc de ce fait, l'objectif de traitement du pneumothorax, il est double, évacuer l'épanchement et prévenir les récidives. Alors, évacuer l'épanchement, on a plusieurs façons de faire. On peut ne rien faire en fait. On peut ne rien faire, on peut se décider et se dire on va faire une abstention. Pourquoi on peut s'abstenir? Parce qu'on sait qu'il y a une capacité de résorption spontanée qui est faite par la plèvre et qui est de 50 cc par jour. Et de ce fait, on peut très bien décider, chez des patients qui ont de tout petits décollements, qui sont localisés, qui ne sont pas symptomatiques ou très peu symptomatiques, on peut leur proposer une abstention thérapeutique. Et cette indication, elle est surtout lorsque le décollement radiologique est inférieur à 1 cm. Et on va aider cette résorption spontanée en donnant de l'oxygène avec un débit élevé qui va accélérer la résorption de l'épanchement aérique. Bien sûr, en précisant au patient qu'il faut qu'il reste au repos strict, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire du sport ou d'aller prendre des choses lourdes, il faut vraiment qu'il se repose, qu'il mette son oxygène pour essayer d'améliorer la résorption et d'éviter de drainer. Mais sinon, c'est évacuer l'épanchement. Alors, comment on peut évacuer l'épanchement? On a deux façons de faire. Soit on va exsuffler ou alors on va drainer. Alors, l'exsufflation est très intéressante parce que c'est un geste qui est accessible partout et qu'on peut faire avec une simple aiguille. Et ça peut être le premier geste, ça peut être un geste salvateur, surtout devant un pneumothorax compressif. Par exemple, vous êtes dans un autre cabinet, tranquille, vous voyez arriver un patient très très gêné, suffocant, et cliniquement ça fait un pneumothorax, et bien vous pouvez le sauver en faisant une exsufflation. Alors on peut exsuffler avec l'aiguille, avec un petit cathéter, et le lieu d'exsufflation, c'est la ligne, c'est le deuxième, troisième espace intercostal. Au niveau de la ligne médioclaviculaire, on introduit notre aiguille, on s'assure qu'on est bien dans l'espace, et puis on va exsuffler, c'est-à-dire faire sortir. Mais sinon, ce qui est préconisé, ici dans notre centre, c'est le drainage thoracique, c'est-à-dire mettre en place un système de drain qu'on va relier à une aspiration et qui va aider le poumon, aider le retour du poumon. Alors ici, le siège classique, c'est au niveau de la ligne axillaire moyenne, souvent au niveau du 4e, 5e espace intercostal, qui correspond un peu à la ligne mamelonnaire ici. Et on va donc insérer, bien sûr après une anesthésie locale, un drain, ça peut être un drain comme ici avec un mandrin ou un drain de Joly, d'accord? Et on va donc insérer le drain dans la cavité pleurale qu'on va relier à un système d'aspiration et ce système d'aspiration va permettre d'évacuer l'air et de ramener le poumon à la paroi. Alors, deuxième objectif, c'est la prévention des récidives. Alors, la prévention de récidives, c'est-à-dire tout simplement essayer d'éviter les récidives en essayant d'accoler les deux plèvres.
de créer un phénomène inflammatoire au niveau des deux plèvres qui veut permettre l'accollement des feuillets. Alors, c'est la pleurodèse. Alors, on a différentes façons de faire là aussi. On peut faire via des agents chimiques comme la tétracycline ou le talc, d'accord? On peut faire via la thoracoscopie chirurgicale. Alors, quand on fait une thoracoscopie chirurgicale, comme je vous l'ai montré ici, alors on va regarder ce qui se passe. On va faire un traitement spécifique si on a une bulle, si on a une bride, si on a des petits plebs, on va les mettre à plat, d'accord? Et puis, on va mettre en place on va réaliser la pleurodèse. Alors, la pleurodèse, on peut la réaliser par plusieurs façons. Soit ici, en créant un phénomène inflammatoire, on va mettre une abrasion pleurale qui va créer un phénomène inflammatoire et donc va entraîner l'accollement des deux plèvres. Ici, c'est vraiment, là je vous montre là sur cette image, c'est le traitement de la cause du pneumothorax. Ou bien, ce qu'on fait le plus pour créer cette pleurodèse, c'est le talc médical, c'est-à-dire qu'on va saupoudrer un talc médical, ce que vous voyez ici en petits grains, et ce talc médical va donc entraîner ce phénomène inflammatoire et assurer l'accollement de feuillets pleuraux. Donc ici, regardez, c'est un grand. Ici, c'est cette petite poudre blanche qui est saupoudrée ici, qui saupoudre la cavité pleurale et qui va entraîner donc l'accollement des deux. Alors, quelles sont les indications? Les indications vont dépendre d'un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est le premier épisode du pneumothorax ou est-ce que c'est un pneumothorax récidivant? Est-ce que c'est un pneumothorax de grande abondance, compressif, grave ou pas? Est-ce que j'ai une étiologie du pneumothorax? Est-ce que je peux donc ainsi traiter et l'étiologie et assurer la prévention des récidives? Ça va certes dépendre surtout du patient, du choix du patient et du risque de récidive. Alors, lorsque j'ai un patient dont c'est le premier épisode, pneumothorax spontané primitif mais qui est de faible abondance. Alors, le faible abondance est défini par un décollement de moins de 1 cm latéralement et moins de 4 cm au sommet. Et donc, chez ces patients-là, on peut proposer l'abstention avec une surveillance stricte, idéalement en hospitalisation, avec de l'oxygène, d'accord? Ou alors une exsufflation avec un pleurocat. Nabil. Ou alors, nous sommes devant un premier épisode d'un pneumothorax spontané primitif, mais qui est de moyenne abondance. Ou une première récidive homolatérale. Là, l'indication, c'est un drainage thoracique et on discute la pleurodèse sous thoracoscopie chez ces patients-là. Troisième cas de figure, un pneumothorax spontané primitif qui est récidive. Ou alors, j'ai une récidive mais qui est contralatérale au premier épisode. Ou alors, j'ai un patient que j'ai drainé et dont le bullage persiste au-delà de 5 jours. Ou alors, lorsque j'ai un pneumothorax spontané secondaire, idéalement chez ces patients, c'est la thoracoscopie qui va nous permettre le traitement étiologique et également d'assurer la pleurodèse via, maintenant aujourd'hui, le plus souvent le talcage pleural. Alors, ça c'est le traitement du pneumothorax. Il ne faut pas oublier le patient. Quand on draine un patient, il faut lui donner un traitement antalgique parce que c'est un corps étranger, donc il a mal. Il faut demander un repos strict. Il faut assurer une anticoagulation préventive parce que le patient est alité. Et puis, il faut profiter de cet épisode-là de pneumothorax pour initier l'aide au sevrage de tabagisme chez les patients. Donc, pour finir, voici les points clés de ce cours. Le pneumothorax, qu'est-ce que c'est? C'est un épanchement pleural gazeux qui est là parce qu'il y a une irruption d'air entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Il est soit spontané primitif, donc idiopathique, soit spontané secondaire quand il est associé à une pathologie pulmonaire sous-jacente, soit il est post-traumatique ou iatrogène. Le pneumothorax va se manifester par la douleur thoracique aiguë de type respiratoire, plus ou moins associée à la dyspnée en fonction de l'état du parenchyme sous-jacent. Le diagnostic est suggéré à l'étape clinique, il est assuré par la radiographie thoracique et l'objectif est d'évacuer l'air de la cavité pleurale avec un certain nombre de moyens dont on dispose, dont l'exsufflation, le drainage et la thoracoscopie, exceptionnellement aujourd'hui la chirurgie conventionnelle.
Il ne faut pas oublier que le pneumothorax peut récidiver, d'où l'intérêt de proposer une stratégie de prévention de récidive en assurant cette pleurodèse classiquement par thoracoscopie et TALC.